Est-ce réellement mon père biologique? Donc tu es arrivé à un point où tu t'es demandé, Oui. est-ce que ton père est vraiment ton père? Et à chaque fois que je partage peut-être un échange avec mon père, c'est de la colère en fait. Il n'a jamais dit félicitations mon fils. Même jusqu'à présent, moi et mon père, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas faire 10 minutes sans se chamailler. Parce que l'amour entre père et fils n'a pas existé en fait. Ça n'a pas existé. Alors Martial, Oui. à quel moment est-ce que les choses se compliquent dans ton enfance? Je dirais à l'âge de 10 à 11 ans, hein, ouais, pratiquement. Et, ça tout change brusquement lorsque mon père décide de se séparer de ma mère qui était à la maison avec lui. Voilà, je ne dirais pas ma seconde maman parce que celle-là, elle m'a pris comme son propre fils, son fils biologique, parce qu'il faut savoir que mon père s'est séparé de ma mère depuis ma naissance. Voilà. Et c'est sa seconde épouse qui demande à mon père de me ramener de Yamoussoukro à Abidjan pour pouvoir être avec eux. Et là, je suis venu étant tout petit, je n'ai jamais senti l'absence de ma mère. Et c'est à partir des années 2001-2002 que véritablement j'ai fait la différence entre être entouré d'une mère qui a ce cœur pour un enfant qui n'est pas le sien et une mère qui va venir faire la distinction entre ses propres enfants et un autre. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que ça arrive pour qu'on comprenne bien? Donc, ta vraie mère n'était pas avec ton Ouais, papa. déjà, ouais. Et à l'époque, vous viviez à Yamoussoukro. Oui, c'est ça. Donc, il fut un temps où la femme avec qui ton papa était demande à ton père de te ramener pour que vous puissiez tous vivre ensemble. Effectivement. Et donc, jusque-là, ça se passe bien. Tout se passe bien. Et qu'est-ce qui va faire qu'en 2001-2002, ça va aller mal? Après, ça, je peux dire, c'est des histoires d'adultes. Tu vois. Nous, étant jeunes, on ne comprend pas forcément, mais moi, je sais qu'à un certain moment, ma maman qui était déjà sur place ne supportait plus voilà, la situation et elle décide de partir à Bobo. Tu vois. Donc, voilà, nous, on est jeunes, on constate et on le vit. Et ça veut dire quoi, partir à Bobo, de quitter ton père? lui, il quitte. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Bobo, c'est une commune à Abidjan. Et donc, elle décide de quitter la maison. Voilà, elle décide, parce que nous on était à Williamsville précisément, et elle décide de prendre sa maison dans une autre commune pour vivre seule. Voilà. Et là, bon, au départ, on ne comprenait pas. Et c'est lorsque les matins tu quittes, les soirs tu reviens de l'école, tu dois chercher à te nourrir soi-même, que tu comprends déjà qu'il y a un changement. Voilà. Oui, parce qu'en tant qu'enfant, tu arrives, il n'y a plus de moments à la maison, tu es livré à toi seul. Effectivement. Tu avais des frères et sœurs à la maison? À l'époque, j'étais seul déjà. Voilà. Okay. C'est-à-dire que la dame, elle était avec ses neveux. Plus moi, on était trois. Voilà. Et puis, on avait une servante à la maison. Voilà. Donc, elle part avec tous ces personnes qui étaient avec elle. Et y compris la servante? Oui. D'accord. Voilà. Donc, moi, là, je ne m'y rendais pas forcément compte parce que je me disais, je ne voyais pas l'importance déjà est-ce que de la séparation en fait. C'est au fil des ans, au fil des mois déjà que je reviens à la maison, tout est calme, il n'y avait plus cette voix qui m'appelait, viens, ta nourriture est servie, viens, le lendemain, on te réveille pour aller prendre ton cup, d'aller te doucher, viens prendre ton café, tiens ta pièce de 50, 25 pour aller au cours, quoi. Voilà, donc c'est là que tu te rends véritablement compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et tu n'as plus de moments. Effectivement, en fait, voilà. Comment est-ce que toi tu le ressens? Qu'est-ce qui va faire que tu vas encore plus sentir le poids de cette absence-là? Cette absence, je vais véritablement la sentir au moment où mon père décide de se reconstruire avec une autre femme, une autre dame d'ailleurs. Donc là, en l'espace de moins d'un an, je connais une seconde maman. Voilà. Pour moi, c'est une seconde maman. Mais c'est dans nos quotidiens que je vais constater aussi que voilà, les choses ne seront pas aussi faciles que je le pensais. Parce que pour moi, avoir une seconde maman, ça serait pareil comme la première qui était là. En fait. Donc,
dans l'évolution des choses, je constate que c'était carrément différent de ma première mère qui était là, qui me déveloptait, qui me prenait comme son œuvre quand même. Qu'est-ce qu'elle ne faisait pas, par exemple, Alors déjà, ça change radicalement parce que, comme il le disait, hein, matin, je ne suis plus réveillé, mon eau n'est plus puisée, j'ai plus de petit déjeuner. Je pars à midi, à midi, avec le peu d'argent que mon père me donne, à midi. Et les soirs, quand je reviens, pour un enfant qui est en classe de CM1, CM2, il va déjeuner à partir de 23h, 22 minuit, quoi. Voilà. Donc tout change déjà à partir de là. Et puis aussi dans nos échanges, les échanges sont plus fluides, sont plus cordiaux comme auparavant. Le décor est planté. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Martial. On parle souvent de l'éducation à l'africaine comme étant autoritaire, difficile et pouvant aller jusqu'à laisser parfois des traumatismes aux enfants, des traumatismes qui, bien sûr, vont les poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Il semblerait que ce soit à peu près ce que notre invité du jour a vécu. Il a choisi de partager avec nous comment le caractère autoritaire de son papa a influencé sa personnalité, mais aussi son parcours, à la fois d'études, mais aussi professionnel. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de partager son témoignage avec nous? Tout simplement parce qu'au final, nous vivons tous le même fardeau et nourrissons les mêmes espoirs. Alors, bonjour Martial. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci. Sur Résonance, on a un petit rituel, hein. Je pense que tu l'as déjà vu. Oui. C'est de compléter une phrase. Et la phrase que j'ai pour toi, elle dit ceci. Si je devais résumer en un mot cette période de ma vie, ce serait La résilience. la résilience. Oui. Pourquoi? Je dirais résilience parce que avec tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit avec mon père biologique, je dirais même biologique, et aussi de mes mamans, je n'ai jamais baissé, quel que soit le bras, voilà. Je n'ai jamais dérouté, j'ai été focus, même si je ne savais pas là où j'allais, mais quand même, je me suis dit que il y avait aussi de l'espoir. Voilà. Donc, je pourrais aussi dire de l'espoir, parce que avec tout ce que je vivais, je me suis dit, un jour, je serai chez moi, assis, et puis je ne pourrai plus répéter ces mêmes histoires. Voilà. Résilience et espoir. Voilà. Super, merci. Est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Yao Kofi, pour les intimes, Martial Kofi Yao. Actuellement, je suis chargé de suivi des rejets industriels dans une collectivité de la Haute-Savoie. Voilà, j'ai 35 ans. Et tu es célibataire? Célibataire. C'est une information que je me permets de communiquer. Ouais. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Le sujet principal, c'est quand même la relation avec ton papa. Oui. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment étaient vos rapports avec lui quand, justement, il y a eu l'arrivée de cette nouvelle maman à la maison? Alors, il faut dire que déjà, quand je viens à Abidjan, moi, j'ai été chez ma grand-mère à Yamoussoukro, tu vois. Et quand je suis arrivé chez mon père, déjà, je n'ai pas grandi avec lui. Donc, la relation véritable père-enfant, c'est maintenant que moi, étant enfant, j'apprends en fait. Ouais, tu la découvrais. Voilà. Et je me rends compte que c'est plus le mot doudou, c'est plus la tolérance de la grand-mère vis-à-vis de son petit-fils. Et là, c'est autre chose que je découvre, mais quand même, étant gamin, je fais avec. Je ne peux pas parler. Mais en Afrique ou dans nos parents africains, ils ont leur caractère. Donc, déjà étant enfant, il sait que il y a des choses qu'il ne faut pas faire, ou bien il ne faut pas forcément dire, ou quand le père parle, tu ne dois pas répondre.
Mais au-delà de ça, je ne savais pas que ça allait encore plus pire, en fait. Tu vois. Puis dans quel sens? Parce que déjà, avant que tu ne continues, tu précises que tu vivais avec ta grand-mère. Oui, Donc tu ne vivais pas avec ta maman. oui, non, non, Elle non. était où? Alors, ma mère, après la séparation avec mon père, s'est remise avec un autre monsieur. Ok, Donc, d'accord. elle vivait dans une autre ville Mm. avec son mari. D'accord, donc tu n'as pas vécu avec elle aussi. Effectivement, donc moi, c'est ma grand-mère qui m'a recueilli, qui m'a éduqué, qui m'a suivi. Mm. Même mes premiers pas de classe, c'est ma grand-mère voilà, qui m'a permis de le faire. D'accord, Voilà. ok, d'accord. C'est important pour qu'on comprenne. Et donc, tu disais que quand tu arrives justement avec ton papa, tu t'attendais à ce que ce soit fluide, doux, tout ça, mais tu vas te rendre compte que non, c'est encore compliqué. Oui, effectivement, tu te dis, pour un enfant qui n'a pas connu peut-être son père à la naissance ou jusqu'à un certain âge, tu te dis quand tu le verras, c'est comme si tu rattrapais le temps perdu avec ton père pour pouvoir créer cette symbiose entre vous. En fait, moi, peut-être étant enfant, c'est ce à quoi je m'attendais. Oui. Et voilà, c'est toute autre chose en fait. Voilà. Comme quoi, Alors, qu'on comprenne. oui, toute autre chose parce que là, je n'avais pas déjà le droit. Si je commets, peut-être, on est jeune, on est tout petit, on peut commettre des erreurs. Mais quand même, je me dis que étant petit, on a aussi le droit de peut-être de s'expliquer. Et aussi le père, il a même d'écouter son enfant, de pouvoir comprendre pourquoi un tel agissement. Et aussi, on est enfant, on a le droit aussi de s'amuser, de jouer au foot avec ses amis de même âge. Voilà, on a les temps de rigolade, de partage avec ses amis, Oui. ses amis en fait, voilà. Et moi, j'avais pas le droit. Et si je pouvais le dire ainsi, mon père, à l'époque, il rentrait du boulot à partir de 16h, 17h. Et nous, à cette époque aussi, ce sont des heures où on jouait au foot, au Maracana, comme on le dit. Voilà. Et mon père, il ne pouvait pas accepter que voilà, moi, je participe à ces jeux avec des amis de même âge, dans le même quartier. Moi, il te donnait une excuse, une raison? Non, voilà. Ce qui va dire que voilà, je ne voulais pas stigmatiser certaines ethnies, mais il y a certaines ethnies que je ne devais pas me frotter à eux. Voilà. Tu ne devais pas côtoyer tes amis qui étaient d'une autre ethnie okay. En dehors de la mienne, en fait. Voilà. Donc, c'est très particulier. Effectivement, en temps, nous sommes dans un quartier où la majorité de mes amis étaient d'une autre ethnie, en dehors de la mienne. Donc, on ne va pas citer l'ethnie. Effectivement, c'est pourquoi je dis je ne cite pas. Mais je n'avais pas le droit de m'approcher d'eux. J'étais enfant, tu ne comprends pas forcément parce que ce que le père dit. J'ai été avec ma grand-mère, j'avais la possibilité de m'amuser avec tout le monde, je ne faisais pas de distinction. Et ça, déjà étant petit, je ne comprenais pas. Voilà. Et je me suis dit peut-être que, vu que je venais d'arriver où j'étais encore peut-être gamin, peut-être c'est pour ça, c'est pour préserver un peu mon évolution, mon éducation. Mais juste à ce que j'ai aussi le bac, il n'avait pas encore accepté cette relation. C'est particulier de dire ne te mélange pas à ce type de personnes. Cette ethnie, on les stigmatisait de petits délinquants, petits voyous, de drogués. Donc, le fait ça que j'ai demandé pourquoi, c'était quoi la raison? Voilà, pour lui, c'était ça. C'est-à-dire que c'était des enfants qui ne partaient pas à l'école, qui étaient des enfants qui étaient drogués, qui étaient des enfants qui n'avaient pas reçu une belle éducation. Donc, me frotter à eux, c'était comme si j'empruntais un peu leur éducation, j'allais devenir comme eux. Voilà. D'accord. Il y a quoi d'autre qu'il disait? Parce que toi, tu jouais comment? Tu jouais seul dans ton coin finalement? Pour lui, c'était d'être à la maison, voilà, peut-être prendre le livre, c'est-à-dire que me consacrer uniquement à l'étude. Et d'ailleurs, même quand je ne suis pas en train de jouer avec ces derniers et que je suis en train de dormir, là encore, voilà, c'est critiqué, quoi. C'est comme si c'est le sommeil, c'est pour les paresseux. Un garçon ne doit pas dormir. Un garçon, il doit toujours être toujours debout, méditer, en fait. Voilà. Donc, c'est des choses que j'ai vécues au quotidien. Et bon, après, je ne comprenais pas toujours. Voilà. Wow. Du lundi au vendredi, sont faites pour l'école, oui. Et peut-être samedi, il y a des heures aussi la matinée, tu peux bosser.
Maintenant, après-midi, sortir avec, jouer au foot ou bavarder avec des amis, ne serait que devant, dans la cour, ou bien peut-être devant le portail ou au quartier. Je ne pense pas que on peut priver un enfant de cet âge à ce genre de trucs, quoi. D'accord. Et par rapport à la maison, tu disais que tu mangeais parfois à 23h aussi. Alors, oui, cette situation est survenue, comme je le disais, hein, lorsque mon père a s'est remis avec une autre femme. Et quand cette dame arrive à la maison, bon, elle faisait son petit commerce au marché. Les matins, elle va pratiquement tôt. Et moi, bon, les matins, j'avais plus les petits déjeuners. Ça, on peut le comprendre, on se dit, vu qu'elle part au marché les matins, les dames font le marché, donc c'est normal. Mais pour le dîner du soir, pratiquement, elle revient du marché à partir de 21h, se met à cuisiner à 22h. Bon. Après, lui, il ne parle plus, il ne parle pas parce que déjà, nous, on ne pouvait pas se plaindre. Voilà, on ne pouvait pas se plaindre parce que tout compte fait, tout ce que tu diras, mon père ne va jamais te donner raison devant une grande personne. Ça, c'est clair. Oui, après, c'est pas à argumenter parce qu'il le voyait. Si la nourriture n'est pas Effectivement. prête à lui Voilà, lui, il le sait, il ne parle pas. Maintenant, la question c'est, quand vous aviez faim, vous faisiez comment? Parce que vous étiez enfant, enfin tu étais enfant. Oui, mais oui, tu as faim, tu attends. D'accord. Tu dors, tu te réveilles. C'est-à-dire que déjà à partir de 20h, tu es en position de sommeil en fait. 20h, tu te dis, habituellement, 19h, 20h, tu as mangé, à partir de 20h, tu es au lit. Et toi là, à 19h, 20h, tu ne manges pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, tu te réveilles à 23h pour manger. Voilà. Ou si tu n'as pas la chance, c'est jusqu'au matin parce que tu dors jusqu'à, tu te réveilles, il est 6h, 5h. Tu te prépares pour l'école, quoi. Pour creuser un peu hein, tout ce qui fait que tu as pu ressentir le côté vraiment dur de ton papa, on va revenir sur le fait que tu disais par exemple que tu n'avais pas le droit de rendre visite à ta famille maternelle. Oui, effectivement. Après, étant tout petit, j'ai eu écho que à l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais de la famille à Abidjan. Voilà. Parce que je suis venu tout petit. Et comme on le dit chez nous, les enfants ne se pètent pas. Et mes oncles, je pense qu'ils ont eu écho, mes oncles et tantes, ils ont eu écho que leur neveu était à Abidjan. Donc, ils ont essayé de rentrer en contact avec mon père pour quand même, il ne serait que prendre, me voir, savoir comment j'allais, tout ça. Et je pense qu'ils sont, une fois, ils ont demandé à mon père, bon, il lui a dit qu'il allait faire un effort pour qu'on puisse aller leur rendre visite. Voilà. Et la chance pour moi, dans le secteur dans lequel nous vivions, il y a des tontons qui étaient dans le même secteur avec moi dans ce secteur-là. Et c'est à partir de là que j'ai eu le premier contact avec les parents de ma maman. Et les week-ends, les samedis, quand mon père part au travail, moi je partais comme ça en improviste sur les tontons qui me recevaient bien. Et ton papa, il était au courant? Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Voilà. Ça, dans les premiers temps, il n'était pas au courant. Et la première fois qu'il a su, c'était un dimanche, il ne travaillait pas. Et là, moi, je suis parti. Et voilà. Et à mon retour, tu sais, on est jeunes, on ne peut pas forcément mentir. Il me demande, il dit, ah, je suis allé voir le cousin à maman qui est dans tel secteur. Et là, il n'a pas aimé. Il a commencé à bavarder. Et puis bon, ok. Moi, à partir de là, à chaque fois que moi, il faisait mes visites, je ne lui disais plus. Parce que s'il apprenait, soit il va se mettre à parler, ou me porter main. Donc je lui disais, il ne disait plus rien. Et quand la situation au niveau de la maison a commencé à se dégrader, qu'est-ce que je faisais? Les soirs, au lieu d'attendre que la nourriture soit prête à 23h, moi à partir de 17h, 18h, je partais manger chez mes parents côté maternel. D'accord. Et tout ça, c'était en secret. Voilà, en secret. Il ne l'a jamais appris. Et jusqu'à ce que, voilà, on puisse grandir, quoi. Tu as dit un mot aussi, tu as dit, tu le gardais pour toi pour ne pas qu'il se fâche ou qu'il te porte main. La toute première fois que mon père il m'a porté main, c'était
le fait que je joue au foot avec mes amis. Ah, Oui. il lui tenait, hein. C'est comme si je les désobéis. Il me Oui. disait de ne pas jouer avec mes amis. Et Et tu l'as pourquoi je le fais? Il t'a su que euh, c'était devenu mon quotidien. Je jouais peut-être, on commençait peut-être le match à 14h ou 15h et je connaissais ces heures d'arrivée. Mm. À partir de là, dès que je le vois, je vois sa silhouette ou je sais, je vois l'heure d'arrivée, je stoppais. Je ne jouais plus. C'est fini ça. Wow. Voilà, ça c'était mon quotidien avec mes Donc, amis. tu étais obligé d'être sur tes gardes, de faire Effectivement, les calculs. je jouais jamais, c'est-à-dire que mon équipe, je jouais jamais dans une équipe qui donnait dos à la voie d'arrivée de mon papa. Et c'est-à-dire que mon équipe donnait toujours face à l'arrivée. Là, même quand ils sont en défense ou en attaque, je vois son arrivée. Ça me fait sourire, pas parce que c'est drôle, mais parce que je me rends compte que c'est des situations qui peuvent sembler banales, Oui. mais qui pourtant, on le verra par la suite, hein, ça marque. Ouais, non, mais à l'âge adulte. ça marque Oui. parce que tu t'es dit, tu es jeune, il y a des choses, étant jeune, on découvre certaines choses en approchant d'autres jeunes en fait. Lorsqu'on empêche un enfant à faire certaines choses, il n'arrive pas à s'extérioriser en fait. Il y a certaines choses, tu gardes et voilà, il pense l'accumulation de tout ça peut-être a un impact dans la suite de ta progression, quoi. Si, on en parlera. Et tu as dit aussi que tu étais bon élève, hein, tu as toujours été un très bon élève, sauf que tu n'as jamais reçu de félicitations de la part de ton papa. Oui, malgré les bons résultats, je ne me souviens pas d'avoir eu des mots de félicitations venant de mon père. Parce que je me rappelle qu'en 2002-2003, j'étais l'un des deuxièmes meilleurs élèves d'Adjamé. Mais mon père ne m'a jamais félicité. Tu as bien travaillé, tu as de bonnes notes, donc tu mérites en tout cas d'aller dans un bon lycée. Oui. Mais du fait que aller dans ce lycée-là va te rapprocher de ta famille maternelle, ton papa refuse. Il préfère que tu restes avec lui à Abidjan. Ouais. J'arrivais pas à comprendre que je suis parmi les meilleurs de ma promotion et d'ailleurs boursier à l'époque et qu'on m'oriente dans une école d'excellence et mon père décide de ne pas accepter. Je n'appréciais pas sa décision, mais je ne peux rien dire parce que j'étais petit. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Mais parce que même quand on est petit, ça peut être difficile. Voilà. Parce que moi, je me rappelle comment ça s'est passé quand j'étais plus jeune et que j'ai été orientée justement. On était dans une ville en province et j'ai été orientée dans la capitale. Je vois tout l'effort que mes parents ont fourni pour m'accompagner dans cette démarche-là. Et j'en suis reconnaissante, tu vois. Donc, même quand on est enfant, on ressent les choses, on sait les choses. Donc, toi, le fait que tu aies bien travaillé, que tu aies été orienté dans ce lycée d'excellence et que ton papa refuse, ça t'a certainement fait quelque chose. Oui, ça a un impact, mais l'impact n'est pas immédiat en fait, tu vois. D'accord. En fait, tu te dis, ton père, il a pris la décision, c'est ton père, oui, il sait pourquoi. Mais c'est lorsque c'est dans ton parcours, tu vois, que cette décision n'était pas favorable parce que dans l'évolution, tu n'es plus dans les mêmes conditions. Parce que là où tu seras peut-être dans l'école d'excellence, peut-être vous serez peut-être 20 à 25, le suivi est impeccable. Il y a une petite sorte de concurrence entre les élèves, ce qui booste d'ailleurs, qui motive aussi à aller de l'avant. Et lorsque tu es récalé par la faute peut-être de la décision de ton parent et que tu es dans une école où là-bas pratiquement le suivi n'est pas identique, il n'y a pas de petite concurrence qui motive. Après, au départ, tu ne vois pas l'impact, mais c'est au fil du temps que tu vois que ça a eu véritablement un impact sur toi parce que ton rendement n'est plus. Comparé à ma pote qui est partie dans une autre école d'excellence,
par moment, on s'appelle et puis on se compare les notes, tu vois que là, c'est là, je me rends compte véritablement que Ouais, que tu la prends décision conscience. a un impact. Parce que là, elle est dans une école où elle se challenge avec d'autres. Moi, je suis dans une école où je ne peux pas me challenger. Voilà, donc je pense que c'est à partir de cet instant-là que j'ai vu que la décision n'était pas bonne, quoi. Pour qu'on récapitule un peu, hein, pour que Mhm. les auditeurs nous suivent. Qu'est-ce qui t'a marqué de par votre relation entre ton père et toi qui fait que tu dis qu'il était autoritaire? Pour lui, tant, tant que lui, qui est le père, il te dit ça, c'est ça. Il n'y a pas de retour, quoi, en fait. Mais sans explication. Sans explication, oui. Le mec, il te dit, fais ça, fais ça. Pourquoi il t'a dit de faire ça, pourquoi tu ne l'as pas fait? Bon, généralement, il y a des explications pour dire, ah, voici pourquoi il ne l'a pas fait. Tu n'as pas ce truc à faire. Et même, quand tu as des échanges avec des personnes qui sont de plus âgées que toi, tout ça, toi, étant le plus jeune, tu n'as pas d'explication à donner. Voilà. Parce que j'avais pas le droit de m'exprimer, voilà, parce qu'il avait son langage. Je ne peux pas couper un bâton et puis le bâton va me dépasser. Ça, c'était son slogan. Ah, Voilà. d'accord, lui il ne peut pas couper un bâton qui va le dépasser. Voilà. En Donc, gros, si je traduis bien, hein, ouais. il ne peut pas avoir un enfant qui lui va venir Ouais, se comparer à lui ou bien lui donner des conseils en quelque sorte. D'accord. En tant que je me dis qu'aujourd'hui, on est parents, on donne l'éducation aux enfants. À un moment, là où on n'est pas arrivé, quand les enfants poussent plus, les enfants peuvent en retour apporter certaines connaissances à leurs parents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus leurs parents, en fait. Oui. Du coup, tu ne pourrais même pas le questionner, avoir Non, une non, petite non, non. conversation avec lui. Parce que quand on est enfant, on est curieux. Effectivement, mais en fait, c'est en cela, je me posais par moments des questions pour dire, est-ce que je ne me suis pas trompé de parents en fait? Ou est-ce réellement mon père biologique? Parce que, Attends. Donc, tu es arrivé à un point où tu t'es demandé, oui, est-ce que ton père est vraiment ton père? effectivement, parce que quand tu es dans un quartier, on est dans un quartier très populaire, il y a les moments de fête, il y a les moments de réjouissance, il y a les moments où certains enfants partagent je veux dire, partagent des moments de convivialité, de fraternité, de trucs avec, peu importe le nom, avec le parent. Moi, je n'ai jamais connu ça avec mon père. Et à chaque fois que je partage peut-être un échange avec mon père, c'est de la colère en fait. C'est comme si j'ai fait quelque chose de lui, à chaque fois me réprimander. Donc je me demande, ça m'a amené à me poser la question, est-ce que le monsieur, il était mon père biologique? Parce que même quand j'avais de bons résultats, je n'ai jamais eu un mot de félicitation. Et voilà, je sais, dans mon parcours jusqu'en troisième, il y a toujours eu des tables d'honneur. Mais il n'a jamais dit félicitations mon fils. Voilà. Ce que je précise, hein, c'est pas un procès au papa de Marcia qu'on est en train de faire, mais là, il a le courage de nous faire un témoignage qui dépeint une réalité qu'on voit souvent en Afrique. Et je le disais en introduction, on parle de l'éducation à l'africaine. Le côté autoritaire, on répond pas à un adulte. Quand un adulte te dit fais ceci, tu fais et tu t'es. Voilà, plein d'injonctions comme ça qui font que, sans s'en rendre compte, on crée des traumatismes aux enfants qui vont les suivre en grandissant. Et je le vois sur les réseaux sociaux, hein, de plus en plus de jeunes qui se plaignent de leurs parents, de comment la relation était avec eux. Donc là, aujourd'hui, on est dans cet exemple de témoignage-là pour mettre des mots sur une réalité qu'il a vécue, pour que ceux qui ont vécu la même chose s'y retrouvent, mais aussi pour enseigner derrière le fait que, voilà, faut aussi que ça change et que c'est pas forcément la bonne manière, en guillemets, de faire. Et comme tu le dis, c'est pas de faire un procès à mon père, mais j'ai trouvé aussi intéressant de partager parce que ceux qui verront cette vidéo et qui ont connu mon père, ils pourront en témoigner, ils pourront dire aussi que j'ai été un enfant aussi
qui a subi, voilà, qui a subi et aussi qui a eu une carapace. Parce que pour connaître, moi, il le dit toujours, pour avoir grandi avec mon père, il y a des choses aujourd'hui, quand venant de lui, ou bien quand il y a d'autres témoignages qui rentrent dans une maison pour dire ton père, ou lui, il a pris de là, il y a certaines choses qu'il fait. Moi, je dis, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est mon père. Et ce que j'ai vécu avec lui, il dirait, il n'y a pas une autre personne, c'est-à-dire qui va, en termes de vie commune, de comportement, qui pourra me... Donc, tu as vécu le pire de ton Il expérience avec pense, ton papa. effectivement. Ok. Voilà, ça c'est... Wow. Il ne pense pas que l'agissement d'une autre personne pourrait m'impacter encore, voilà, parce qu'il pense qu'il a vécu le summum avec mon père. Wow. Je vais dire, c'est ce qui facilite un peu je dis, ma proximité avec autrui ou d'autres personnes, parce que déjà, je sais que tout ce que une tierce personne lui fera, ça me passera sur le corps, parce que ça, j'en ai vécu plus pire que ça, quoi. Voilà, donc... Par exemple, dis-nous un truc qui t'a marqué et qui te traumatise jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas sortir. Quand il est à la maison, tout le monde doit être à la maison. C'est silence radio, quoi, voilà. À la maison. Effectivement, tout le monde doit être à la maison. Tu ne peux pas regarder la télé également. C'est-à-dire que tu es là, tu n'es pas là. Tu as l'impression que tu es à l'étranger. C'est comme, je prends le cas des nounous, souvent qui sont chez des familles qu'on leur interdit de toucher à la nourriture. Elles cuisinent, mais elles ne peuvent pas manger. C'est un peu ça, en fait. Ouais, donc tu as l'impression que tu étais à l'étranger, en fait. Alors que tu es chez ton papa. Tu es chez ton papa. Ouais, tu es bridé, au fait, et finalement, même voilà. tu es terrorisé. Effectivement, c'est ça. Au moins de mouvement, tu te prends une claque. Effectivement, c'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, en moins de 2 à 3 minutes, voilà, ça part en flux, quoi. Donc, ça, je l'ai vécu jusqu'à ce que je quitte Abidjan pour Korogo. Et arrivé un moment, ces dits ne me disaient plus rien. Parce que j'étais habitué à entendre tout ça, en fait. Donc, il devenait autre chose, en fait. Un enfant que ton père te parle, et que tu trouves que ce qu'il dit n'a pas d'importance pour toi, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est que tu as atteint un niveau où ces dits ne me disaient plus rien, voilà. Donc, j'écoutais. Je ne lui parlais plus parce que c'est mon père. Si tu tu répliques, on dit il est impoli, son père parle, il parle. C'est comme un enfant, à l'époque, je ne sais pas si tu l'as vécu, on te dit, ton enfant, tu ne dois pas le frapper ou bien le porter, mais avec ta main. Genre, prendre ta main pour le chicoter. Parce qu'arrivé un moment, une fois l'enfant, il est habitué à ta main, tout ce que tu vas porter comme main, il ne pourra plus. Ça veut dire que ça ne lui dira plus rien, il est encore plus bandit parce qu'il s'est dit, tout compte fait ce qu'il va faire, on va frapper. Mais il s'en fout, quoi. Et moi, c'était ça, en fait. Voilà, en plus des injures, des mépris, tout ce qui pouvait être. Mais moi, je n'ai jamais compris ça. Et quand tu pars peut-être à l'extérieur, comment tu es prêt, comment tu vois les autres familles traiter leurs enfants. Et moi, d'ailleurs, je pars chez des amis qui n'étaient même pas, peut-être, c'est-à-dire que ces parents-là cherchaient des maîtres de maison pour ces enfants-là et qui, en Noël, comment ils sont pris, comment ces enfants sont traités. Mais toi, tu ne fais même pas. Moi, depuis que je suis à l'école, mon père n'a jamais pris de maître de maison pour moi. Mais il était parmi les meilleurs quand même. Mais je n'ai jamais reçu de cadeau. Il n'a jamais reçu de félicitations. Bon. Mais avec ça, je n'avais pas aussi la liberté de m'épanouir tranquillement. Donc, je suis sûre que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ton témoignage. Et donc, tu disais que tout ça va s'arrêter lorsque, en terminale, tu pars après la terminale. Oui, après le bac, je pars à Korogo. Voilà. Et du coup, après ça, mon rapport avec lui, ça a été comment? Après mon départ pour Korogo, déjà avant de partir à Korogo, je vais raconter une petite anecdote. Je pense qu'il avait l'information avant moi, je pense. Mon père, il avait l'information que j'avais été orienté à Korogo. En fait, lui, il avait des amis qui étaient dans les services d'orientation. Donc, à chaque fois qu'il y avait des résultats, il savait. Il savait avant toi. Voilà, donc il est venu, il me dit, ah tiens, il y a mon ami qui dit que toi, tu es tout orienté à Korogo. Voilà.
Bon, avant ça, déjà, même pour revenir, moi, il faut dire qu'avant même le bac, j'avais été opéré à 1 mois. Opéré? Un mois Ah du bac, oui. parce qu'on était, voilà, 1 mois du bac. Donc, quand les résultats même sortaient, j'étais encore convalescent, tout Tu avais ça. eu quoi comme souci, Bon, si c'est pas indiscret? bon, après, c'est une amie. Ok, Voilà. d'accord. Du coup, moi, j'ai été, c'est-à-dire que j'étais convalescent, je souffrais un peu. Puis quand, bon, après, les résultats sont sortis, on m'a dit, bon, il y a eu le bac, tout, tout, tout. Donc, je suis allé chez Maison, vers Saint-Pédro, à Souple précisément. Et étant là-bas, les résultats sont sortis, il m'a appelé pour me dire, ah tiens, toi là, tu n'as pas dit que tu es bandit, on t'envoie à Korogo. J'ai dit, ok. Il me dit, ah, est-ce que tu vas partir? J'ai dit, oui, je pars. J'ai dit, ok. À l'époque, on revenait de la crise pour un enfant qui est à Abidjan, qui connaît comment Abidjan est, on l'envoie au nord. Il avait dit non, oui, papa, il faudrait qu'on fasse des trucs de réorientation pour qu'il vienne à Cocody ou à Boba Djamé ou bon, dans une université à Abidjan. Moi, je lui dis, moi, je ne suis pas à Korogo. Voilà. Parce que pour moi, en partant à Korogo, c'est un ouf, quoi. Ouais, Voilà, je me déçu, voilà, ouais. c'est une liberté pour moi de ne plus supporter. Voilà, Ouais, les- c'était voilà. la liberté, C'est la la liberté pour moi. libération. Effectivement, c'est ça. C'est bon, je fais ma vie. Je fais ma vie. Donc là, moi, je pars à Korogo. Il t'assure, moi, je pars à Korogo. J'ai fait pratiquement 3 ans. C'est après ma licence que moi, je mets pied pour la première fois en Abidjan. Que Voilà. vous vous revoyez avec ton On se père. revoit, ouais. Je pars à Korogo. 3 ans après la licence, quand il valide ma licence, et bon, il part à Abidjan. Pendant ce temps-là, vous vous appeliez de temps Oui, en temps. de temps en temps, on s'appelle, oui. Mais là, c'est encore plus fluide parce que je ne suis plus auprès de lui, je suis là-bas, on s'appelle, tiens, ça va, oui, oui, et toi, point basta. Mais Sans plus. en plus, quoi, voilà. Et je viens à Abidjan pendant les vacances, quand mes résultats sont sortis, je lui dis, ah tiens, il y a eu ma licence, et ok. J'ai fait une semaine, pas plus, je suis reparti encore. Jusqu'à ce que, voilà, à Korogo, je finis le master, je travaille un peu, et puis voilà. Et ton projet de vie, tu n'as pas cette complicité avec ton père, donc tu ne peux pas en parler, quoi. Donc, il ne sait même plus. Jusqu'à ce que tout ce que je fais à Korogo, il n'est pas au courant. Voilà. C'est touchant. Quel est l'impact que tu penses que cette situation a eu sur toi en tant que personne? Alors, déjà, moi de base, je pense que la nature a fait de moi quelqu'un d'éveillé en fait, je peux dire ça comme ça. Mais derrière cette personne qui est, qui est un peu éveillée, qui est truc, mais il y a ce côté-là qui m'introvertit parce que j'ai pas appris, étant jeune, à pouvoir m'argumenter face à certaines situations, tu vois. Je pense que aujourd'hui, il y a des situations, j'ai ça à la portée, mais j'arrive pas à extérioriser parce que je me dis, j'ai toujours ce truc-là qui me revient toujours à la tête. Tu vois, on n'a pas le droit de parler devant une personne qui est plus âgée, une personne qui est supérieure à toi, tout ça, ça me fatigue. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans mon parcours, que ce soit à l'école, scolaire, universitaire, professionnel, du moment où il y a une personne qui est là, c'est difficile pour moi d'extérioriser, d'argumenter ce que j'ai en tant me connaissant. Et c'est que je suis seul. Le truc est tranquille. Que là, tous les deux, on a une conversation, voilà. Tu vas te lâcher, tu vas mais quand je suis face à une personne qui a une autorité, c'est mort. C'est bon, tu ne sais c'est mort. C'est mort. C'est-à-dire que la confiance en soi, on la prend dès peut-être le bas âge auprès des parents, qu'on te rassure. Même quand c'est pas bon, on te dit, tiens, ce que tu fais, c'est pas ça, mais voici comment ça se fait. Tu apprends tout doucement à devenir, à grandir en quelque sorte, à t'argumenter, tout. Et en plus, toi, j'ai envie de dire, c'est circonstanciel, mais tu as des enfants où eux, leur capacité à s'exprimer, c'est mort, quoi, pour parler comme oui, toi. Parce que ça fait que la personne ne sait pas s'exprimer en public, ne sait pas prendre la parole, ne sait pas défendre des idées, ne sait pas... Voilà, parce qu'elle a peur. Elle a peur du jugement, elle a peur de l'autorité, elle a peur qu'on lui dise « tais-toi, ce que tu dis, rien de bon ne sort de ta bouche ». Et ça, c'est... Oui, mais c'est ça. Et tu y travailles? En étant sans échanger avec, quand tu es dans le
dans les comités de direction où tu participes à des réunions de direction, ça te permet d'échanger. Et ça, dans ces 2 dernières années où j'ai travaillé, j'étais généralement avec ces personnes. Mais je vois qu'il y avait toujours des blocages. Ah oui, C'est dans pas ton comme si. boulot, tu as eu Effectivement. l'occasion d'être dans des Oui, comités de direction. effectivement. Ok. Oui. Et à Grenoble, j'avais des réunions avec les responsables. J'ai été dans le comité de direction pour le développement durable. Et là aussi, là où je suis actuellement, je suis toujours en lien avec les directeurs, les responsables. Mais intérieurement, je sens toujours ce petit truc-là qui ne vient pas encore. Voilà. C'est vrai que quand à vue d'œil, je suis peut-être quelqu'un qui parle de baba, mais intérieurement, Oui. j'ai pas encore le truc. Voilà. D'accord. Là, aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu ressens en repensant à tout ça? Avec du recul, on peut ressentir de l'amertume parce qu'on se dit, on n'a pas pu profiter peut-être de son enfance, de sa jeunesse. Ça, ouais, c'est parce que dans l'évolution, pour moi, dans l'évolution d'un homme, ce qui rend aussi un individu homme avec un âge, c'est aussi le parcours, que ce soit du primaire, du lycée jusqu'à l'université. C'est tout ce qu'on apprend, soit que ce soit auprès des parents, des amis, de tout ce qui est notre entourage en fait. C'est ça qui nous fortifie, qui nous rend mature en quelque sorte. Mais ça dit qu'aujourd'hui, je peux dire que je n'ai rien en vrai appris venant de mon père en fait, tu vois. On se dit, un enfant quand il grandit, il a quand même quelque chose il retient de ses parents et qui lui permet d'être comme une base, qui lui permet d'évoluer. Mais ça, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas eu de mon père. Voilà. Et je dis merci à Dieu parce que j'ai rencontré des personnes quand même des personnes qui m'ont apporté de l'amour, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, des amis, qui m'ont apporté de leur amour. Et peut-être que c'est ce qui m'a permis aussi d'être fort, de pouvoir traverser toute cette difficulté. Mais je parle aussi de fierté parce que du coup, tu as ressenti au moins voilà, du positif aussi. du positif, oui. Tout peut pas, peut-être on peut avoir 90% d'amertume, mais la fierté, c'est que on est, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas fugué, j'ai jamais quitté la maison, je suis resté là, et il y avait une chose en tête, je me suis dit, un jour, ça va aller. C'est pourquoi il n'y a pas d'espoir, parce que je me dis, ça ne va pas rester ainsi en fait. Il va arriver un moment où je vais partir. Voilà. Et quand il va partir, j'aurai ma liberté. Donc, c'est ça. Ça m'a permis aussi de peut-être me forger une carapace, de rester dans la ligne droite, quoi, pour ne pas aller à gauche à droite. Et aussi ça, peut-être comme là, j'ai pas encore d'enfants, peut-être que je ne sais pas quel serait l'impact sur mes enfants aussi. Voilà. C'est ça aussi. Ouais, donc là, aujourd'hui, on a la chance, tu as conscientisé Voilà. le fait que la relation avec ton père a eu un impact. Donc à toi maintenant de travailler effectivement, sur c'est toi, oui. ne pas répéter Et c'est pourquoi, j'en parle, pour ne pas enfants. que demain, mes enfants vivent ça, parce que un enfant, quand l'enfant naît, c'est nous qui devons être son modèle, et puis après, lui, il sera le modèle d'autres enfants, quoi. Totalement. Est-ce que tu en veux à ton papa? Avant, oui. Parce que je me disais que j'avais cette philosophie. Je me dis, l'enfant ne décide pas de venir, tu vois, de venir au monde. Et lorsque on a un enfant, on doit lui apporter l'amour, de l'amour, peu importe dans les situations, on doit être présent pour cet enfant. Totalement d'accord. Voilà. Mais après, je me dis, aujourd'hui, c'est parce que j'ai grandi, j'ai parcouru assez de vie ou même de contrées. Donc, je me dis, peut-être que ça a été aussi son environnement. Il me dit, peut-être qu'il a vécu certaines situations et qui ont aussi impacté sa vie. C'est pourquoi nous, on a ressenti ce truc. Donc là, aujourd'hui, avant, je l'en voulais, mais aujourd'hui, non. Je comprends
que des situations peuvent nous amener à avoir un caractère. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec lui? Même à présent, Mm. c'est marrant quand même. Même jusqu'à présent, moi et mon père, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas faire 10 minutes sans se chamailler. Voilà, c'est ce qu'il dit. Parce que l'amour entre père et fils n'a pas existé en fait. Tu vois. Voilà. Ça n'a pas existé. Donc, moi et mon papa, on ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir pendant 10 minutes sans se prendre la tête. Voilà, ça c'est quelque chose qui est connu. Même au téléphone, même étant en France, on s'appelle, forcément, il faut on se chamaille un peu, quoi. Mais bon, aujourd'hui, ça n'enlève pas le fait qu'il soit mon père ou soit son enfant. Ça n'enlève pas le respect. Le respect, voilà, mais en frère, le véritable amour père-enfant, c'est difficile. Ça, c'est très difficile pour moi actuellement. Donc, Martial, si tu devais adresser en regardant la caméra un message aux jeunes ou aux jeunes parents, qu'est-ce que tu leur dirais? Je l'adresse déjà aux jeunes, parce que étant jeune, on est amené à être des jeunes parents. Voilà. Déjà, c'est de savoir choisir celui ou celle avec qui on décide de finir notre vie. Et à l'issue de l'union, forcément, on aura des enfants. C'est d'apporter de l'amour. Encourager les enfants dans tout ce qu'ils vont mener comme effort. Et aussi être un modèle pour ses enfants. Parce que l'enfant, quand il grandit, il part déjà à l'idée que le parent, il est un modèle pour lui. Et c'est à travers aussi ce qu'on inculque aux enfants qu'ils évoluent. Donc, notre encouragement. Peu importe ce qu'ils vont faire, que l'enfant se sent encouragé, ça lui permet de pouvoir grandir et aller plus de l'avant. Et avoir aussi confiance en soi, c'est ça d'abord. Parce que quand un enfant a confiance en soi, il peut faire de bonnes choses, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Super, merci pour ce beau message. Du coup, de même qu'on a un rituel au début, on a un rituel à la fin. J'essaie de te lire le mot de l'invité précédent. Le message dit ceci: que cette belle initiative te confirme dans ta mission. Et enfin, à toutes et à tous, un chemin de conscience, d'espérance, de foi en un avenir pour exprimer ses compétences au service de l'humanité. Ok. Merci au précédent interviewé, en tout cas pour ces belles paroles. Super, de rien. de rien, tu feras pareil aussi tout à l'heure. Moi, c'est à mon tour de te dire merci. Merci d'avoir partagé un bout de ta vie avec nous, d'avoir mis des mots sur ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Et je pense que beaucoup de personnes vont s'y retrouver. Aujourd'hui, on a cette chance-là de prendre conscience du fait que certaines choses que les parents faisaient par le passé ne sont pas forcément à reproduire. On ne va pas les juger. Parce que comme tu disais, on est tous conditionnés par un environnement, par une éducation qu'on a reçue, et c'est peut-être ce qui a fait que pour certains parents, ils se sont comportés comme ça. Mais voilà, on a la chance d'avoir des témoignages, des retours qui font qu'on a du recul pour savoir quel comportement adopter nous aussi par rapport à nos enfants, ou même pour se remettre en question soi-même et guérir des choses pour aller de l'avant, pour se reconstruire et puis éviter que les traumatismes d'enfance aient un impact sur nous. Donc en tout cas, merci pour ce partage enrichissant. Donc est-ce que tu as un dernier mot que tu veux adresser avant qu'on ne dise au revoir à nos auditeurs? Oui, déjà je te dis merci de me donner l'occasion de venir partager un peu un bout, comme tu l'as dit, de mon parcours, de ma vie aussi. Voilà. Et ça a été un plaisir d'être là. Si j'avais un mot à dire, je dirais que chaque individu ou chaque parent soit un modèle pour son enfant. Que chaque parent soit un modèle pour son enfant. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Merci encore à toi. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Dites-nous si vous êtes reconnus dans certaines anecdotes, certaines réalités que Martial a vécues. Quel est votre avis par rapport à cette réalité
de l'éducation à l'africaine, comme je l'ai dit tantôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure de Résonance. J'ai reçu pas mal de retours dernièrement et il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc merci pour ça, ça fait plaisir, ça donne le courage de continuer. Parce que voilà, il y a du boulot derrière et ça fait plaisir de savoir que le message porte et qu'il y a de la résonance. Donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Et sur ce, on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.